18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler certainement de la sécurité ainsi que les renseignements qui comprennent de cette nouvelle nomination. Vous le savez bien, le chef de l'État a nommé Jean-Louis Essambo comme conseiller spécial en matière de sécurité et aussi Daniel Loussa-Doussou qui sera là, et aussi on va parler des autres nominations. Ça sera avec Ngwachi, héritier, qui sera là. Et on va parler aussi du processus électoral. La République démocratique du Congo, Matata Ponyo, a présenté son programme ou sa vision par rapport aux élections de 2023. Alors, un programme chiffré à 99,2 milliards de dollars. Nous allons essayer d'en parler avec Faustin Simanga. Il sera là, du processus électoral. Parler aussi de l'attitude ou la position d'ensemble, Papi Mbaki. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Iselona. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Place à l'actualité. Martin Fayulu va-t-il participer aux élections générales de décembre 2023? Dans une émission exclusive sur Télé 50, le président de l'ECD de la Mouka s'est dit au contraire prêt à condition que la CENI prenne en compte toutes les revendications relevées, parmi lesquelles l'audit du fichier électoral par une institution internationale crédible, l'enrôlement des électeurs dans le territoire de Rutshuru et Massissi, mais aussi et d'abord la question de la Cour constitutionnelle. Vous le suivrez dans une émission exclusive ce vendredi à partir de 21h. Le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra était présent ce jeudi à la clôture de l'année académique du CHESD, dont une session était sous son parrainage. Avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, ils ont remis les diplômes aux différents auditeurs. Au total, c'est plus de 200 personnes qui ont été formées, civiles tout comme militaires, durant cette année. Le président Félix Tshisekedi a reçu en audience ce jeudi la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland en visite officielle en RDC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, le processus électoral du pays, le renforcement de partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis, la coopération entre les deux pays, mais également sur la nécessité de promouvoir les élections transparentes et équitables pour finir avoir cette possibilité de rencontrer le président de la CENI et les observateurs neutres des élections. À Niamey, capitale du Niger, des milliers de personnes ont manifesté ce jeudi en soutien au coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les manifestants, dont certains brandissaient des drapeaux russes, se sont réunis dans le centre de la capitale. Place à une concertation à l'appel du M62, une coalition d'organisations de la société civile souverainiste. Tous ces titres vous seront développés à 19h dans la grande édition du journal par Bédrine Kenge. Merci de votre fidélité. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Un peu plus de 3 semaines après sa réélection, Joseph Kabila, tout du groupe d'Étienne Tshisekedi, deuxième, l'homme fort de l'opposition qui a récolté plus de 30% des voix, a prévu. La
panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa. Censé mettre fin à la crise politique que traverse la RDC depuis plusieurs mois. Alors que nous étions là, nous avons tout fait. On a envoyé des messages de paix. C'est grâce à nous que ces pays persistent encore. Élu à la majorité simple, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Papi Mbaki, cadre d'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va parler du processus électoral, on va parler de Chéribin Okende. Où est-ce que d'abord vous en êtes avec ce dossier? Bon, aujourd'hui, j'ai vu les experts. J'ai appris que les experts devraient autopsier. Oui, ils étaient là déjà. Je crois qu'ils sont en train de faire le travail. Parce qu'ils étaient déjà à la morgue. Donc la commission mixte, experts, MONUSCO, procureur et puis tous ces services, police scientifique, tout ça, ils sont à leur niveau en train de faire procéder à l'autopsie. Et voilà, nous attendons voir la suite qui va découler de cette expertise. Et voilà. Voilà, Jocelyn, vous prenez la thématique, vous changez, c'est pas ça comme thématique. Alors, on parle du processus électoral. Vous êtes prêt pour les élections ou bien prêt pour les dialogues? Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi, nous sommes prêts pour les élections. Mais cependant, il y a tout de même beaucoup de choses qui laissent à croire que le pouvoir en place de M. Félix Tshisekedi est en train de préparer la fraude. La fraude. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, la plupart des gens, des électeurs, leurs cartes sont devenues pratiquement invisibles. Même la mienne ici, elle est invisible. Alors, ils ont lancé l'opération des duplicata. Mais en réalité, je me dis, c'est tout le monde qui sera obligé de prendre sa carte. Donc, ce sera un deuxième enrôlement. Un deuxième enrôlement. Ça, c'est d'un un. Et des deux. Mais c'est prévu par la loi, non? Les duplicata. Non, mais les duplicata générales, franchement, en tout cas, dans une société, nous ne pouvons pas tous perdre des cartes, ou tous, on ne peut pas tous avoir des cartes d'électeurs défectueuses au même moment. Ça pose un problème. Donc, ça prouve à suffisance. Là, ça ouvrirait la porte même à ceux qui ne sont pas fait enrôler de pouvoir s'enrôler.
bon, je ne pense pas, dans ma logique des duplicata, c'est-à-dire on délivre qu'à ceux qui ont eu des cartes d'électeurs. Mais ça pose un problème. Moi qui sais enrôler, je me suis déplacé, je sais que je vais revenir ici en décembre pour voter. Mais pendant que je suis parti, j'ai ma carte qui est devenue illisible. On fait comment? Et vous savez, même l'enrôlement ici au Congo, surtout l'enrôlement qui vient de se passer ici, et beaucoup d'électeurs étaient très méfiants par rapport à cet enrôlement-là. Bon, ils sont quand même partis. Et puis, vous allez encore les appeler de venir encore avoir les duplicata. Et je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui ira. Donc, nous risquons d'avoir, en réalité, du point de vue encore pratique, la baisse des nombres d'électeurs. C'est-à-dire quoi? Au niveau des fichiers, vous avez 10 millions d'électeurs, c'est un exemple. Mais en réalité, dans les 10 millions d'électeurs, il y a 4 millions d'électeurs dont les cartes d'électeurs sont illisibles. Ils ne savent pas aller voter parce qu'ils ne se sont pas allés se procurer les duplicata. Ça pose un problème. C'est là où nous disons que ce processus ici, c'est un processus qui n'est pas crédible. Et aussi notre question, l'enrôlement était au mois de juin, au mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Donc, 8 mois après. Ça signifie, d'ailleurs, les cartes ici commençaient déjà à devenir illisibles déjà à partir des mois de mai-juin. Donc, s'ils vont nous délivrer sur le même support, ça signifie que à partir d'aujourd'hui, jusqu'en décembre, ces cartes-là risquent encore de devenir encore illisibles. Vous voyez, tout ça, ça nous pousse à croire que soit ils ont fait ça à dessein, pour que quand on va lancer l'opération des duplicata, que certaines personnes par négligence et par désintéressement refusent d'aller récupérer la carte. Et nonobstant cela, il y a d'autres questions liées à tout ce qui est la composition de la CENI. Vous savez, il y a un principe qui veut que lorsque la forme est mauvaise, les fonds non avenus. Vous avez certains membres du bureau de la CENI qui n'ont jamais reçu mandat de leur, entre guillemets, formation politique ou regroupement initial ou qui les aurait mandatés. Et tout ça, ce sont des choses qu'on doit en principe éclairer pour avoir ce qu'on appelle la crédibilité, la sincérité aussi du vote. Alors, dans ces conditions, nous posons la question comment on ira. Mais nous sommes dans les processus et nous continuons à y être. Et nous allons avancer avec M. Félix parce que c'est lui, son régime, qui finance les élections. C'est lui le président de la République. Nous avançons avec lui. Mais vous ne voyez pas on va voir où on va arriver. Vous êtes en train d'accompagner ce que vous appelez fraude électorale. Pourquoi ne pas prendre peut-être la position de Martin Fayulu qui demande à ceux qui, avant de participer aux élections, il faut que certains préalables soient respectés. Et vous allez dans le sens, ça c'est accompagner le pouvoir. Non, pourquoi n'est pas boycotté? Non, vous savez, en 2006, l'UDPS a boycotté les élections. Kabila a fait les forcings, il a organisé les élections qu'il a organisées. Vous savez, même en 2018, je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on dira que les élections de 2018 étaient bonnes. Même en 2018, les processus n'étaient pas en tout cas transparents de manière à 100%. Mais ça n'a pas empêché la population qui s'était enrôlée de voter contre le régime de Félix de Kabila et de ne pas voter Emmanuel Shadari. Et donc, nous disons, quand bien même qu'il y a toutes ces irrégularités, au moins le peuple, il y a plus de cordon ombilical entre le peuple et le régime de Félix. Le peuple veut le changement. Donc nous irons avec comme ça, nous sommes avec eux comme ça, et le peuple, malgré les irrégularités, le peuple va trancher. Alors, dire que nous accompagnons, non. Vous savez, aujourd'hui, les rêves du camp de Félix Tshisekedi, c'est que M. Katumbi se réveille et dit qu'il ne sera pas candidat. Qu'il ne sera pas candidat et nous nous retirons. Et je vous dis... Et là, ce sera une grande joie. Une grande joie. Le boulevard sera maintenant désormais ouvert et ils vont organiser les élections comme ça. Donc nous sommes là et nous irons avec. Martin Fayulu, bon, il a ses raisons à lui. Les raisons qu'il évoque sont fondées.
Oui, mais en fait, on a sont fondés, mais le fait de se retirer du processus, c'est là où nous, à notre niveau, au niveau d'ensemble, nous ne sommes pas d'accord de pouvoir nous retirer du processus. On a vu, vous avez même mis les candidats, mais on croyait qu'Ensemble devait avoir quand même beaucoup de candidats à la députation, mais on a vu le MLC avoir beaucoup de candidats que vous. Non, mais comment ça? Parce que MLC, c'est dans des 400, oui. Alors qu'Ensemble, c'est dans les 300. Non, mais il faut. Et vous, c'est combien? Non, mais il faut consulter les dernières mises à jour. Nous sommes déjà plus de 400. Plus de 400? Ouais. Plus de 400 candidats? Ouais, plus de 400 candidats. À l'élection, à la députation? À la députation nationale. Et pourquoi nationale. lui, d'abord, Katumbi, comme les autres, Matata et Délice Sanga l'ont fait, et pourquoi il n'a pas d'abord postulé aussi à la députation? Non, mais écoute, vous savez, c'est une question d'ambition. Pour Katumbi, c'est la présidence ou rien? Non, ce n'est pas là. Moïse a déjà été député provincial. Il a déjà été député national, gouverneur. Et mais voilà pourquoi il va encore postuler pour devenir député national, alors qu'il y a beaucoup de candidats dans les partis. Et voir les présidents nationaux encore pour postuler comme député national, non, c'est comme si on n'a pas confiance à ces candidats députés nationaux qui sont là, qui peuvent aussi remporter les sièges là où lui pouvait aussi postuler. Donc voilà. Donc vous êtes prêt pour les élections? Trop prêt même. Et s'il y a dialogue? Les dialogues, de toutes les façons, j'estime que dialoguer dans une société, c'est tout à fait normal, mais les dialogues qui ne vont pas entacher ou qui ne doivent pas, les processus qui ne doivent pas impacter sur les délais constitutionnels. C'est juste nous y sommes là. D'accord, merci beaucoup, monsieur Papi Mbaki, candidat aussi? Oui, je suis candidat député national dans la circonscription de Lukunga. De Lukunga. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes. Des érosions. On vous attend. Il y a beaucoup. Il y a des poids lourds là-bas. C'est un quartier pratiquement abandonné. Vous avez les Sangamamba Mitendi qui montrent. Bref. Il y a des poids lourds là-bas au niveau de Lukunga. Nous y reviendrons au moment opportun. Des poids lourds, des anciens députés. Ils sont là. Des anciens députés, mais qui aujourd'hui qui ne défendent pratiquement pas Lukunga. Tout de suite. Merci. Un deuxième invité. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. En tant que garant des institutions, le chef de l'État a procédé à de nouvelles nominations dans des entreprises publiques et au sein aussi de services de sécurité. Au niveau de l'ANER, au niveau du Conseil national de sécurité, il y a de nouvelles têtes. Nous allons essayer d'en parler avec M. Héritier Ngachi. Bienvenue. Merci, M. David. Vous êtes cadre d'AFDC? Oui, cadre et communicateur au sein de l'AFDC. Voilà, cadre et communicateur d'AFDC. Oui. Alors, comment vous aviez jugé toutes les nominations dans tous les services? D'entrée de jeu, je présente mes civilités au professeur Modeste Bahati, qui de plus en plus s'est d'impressionner les Congolais par son engagement à promouvoir la jeunesse et aussi investir dans le développement du capital humain. Il venait d'offrir des bâtiments peints en neuf
à une école épée Mwanda au niveau de la province du Nord Kivu. Là, c'est pour des fins électoralistes? Non, pas pour des fins électoralistes. Le professeur Modeste Bahati... Mais pourquoi il le fait maintenant alors il devait le faire bien avant? Non, il le fait dans le cadre de ses missions parlementaires. Vous savez qu'il est sénateur. Lorsqu'il est allé dans sa base pour des raisons, des vacances parlementaires, il a saisi l'occasion, bien entendu, pour taper une pierre des coups. Une fois, il s'est fait enrôler en tant que candidat député national et de l'autre côté, il s'est servi de cette occasion pour entretenir ces cordons entre lui et sa base. Et à l'occasion, il a fait beaucoup d'œuvres à caractère social et humanitaire juste pour le bonheur et le bien-être de cette population. J'ai comme l'impression que les dios indissociable, indéfectible entre le professeur Modeste Bahati et le président de la République est en train d'abattre un travail de titan pour le bien-être de notre peuple. Je rentre sur les nominations qu'il y a eu dans les entreprises publiques, notamment dans l'appareil sécuritaire. Je vais plus rester sur l'appareil sécuritaire. Déjà, nous saluons ces nominations qui viennent dans le cadre de redynamiser l'outil de l'État parce que les enjeux sont tels que nous devons nous mettre au travail. Et pour ça, le président de la République a jugé bon de redynamiser l'appareil de l'État. Sur le plan sécuritaire, les gens dits ont tenté de faire une connexité malicieuse, sinon qui ne tient pas la route, entre les événements qui se déroulent dans le Sahel, notamment les coups d'État au Niger, Burkina Faso, ainsi de suite. On estime que le président de la République, ayant écho ou ayant vent de ce qui se passe, ce qui se trame dans cette partie de l'Afrique, il a réajusté son appareil sécuritaire. Moi, je pense que ce n'est pas le cas parce que la sécurité est une question permanente. La sécurité, il faut se mettre d'accord, c'est une mission permanente qui n'est pas liée aux situations ou aux faits. Elle est dévolue à un État et l'État assure la sécurité de manière pérenne. Pourquoi des nominations, notamment au niveau de l'appareil sécuritaire? Parce que la sécurité, c'est un intervalle entre, d'une part, les stratégies, les mécanismes légaux, d'une part, mis par l'État, et de l'autre côté, les stratégies et les mécanismes mis par les MAFRA. C'est dans cet intervalle que se situe la sécurité. À chaque fois que l'État met en place des stratégies, les malfrats mettent de contre-stratégies pour arriver... Les malfrats, qui sont-ils? Les malfrats, ce sont des entités, des groupes, que ce soit sociaux, qui aussi interagissent parce que dans une société, seul l'État ne possède pas les monopoles de la violence, les monopoles de la violence légale. Mais il y a d'autres entités, d'autres groupes qui aussi exercent la violence, mais qui du reste n'est pas légale et n'est pas légitime. Et donc l'État met des mesures pour contrer, bien entendu, les stratégies de malfrats et en représailles et aussi mettre des contre-stratégies. Et dans cet intervalle que se situe la sécurité. Étant donné que c'est une mission permanente, il faut à tout prix, à chaque fois, réajuster. Parce que quand vous mettez des mesures, vous deviez les évaluer, voir leur portée, voir leur impact sur la société de manière générale et les réajuster à tout bout de champ. C'est comme ça que le président de la République avait jugé bon de procéder aux nominations. Vous avez le conseiller spécial en matière de sécurité qui est enchevronné. Il a été le directeur de l'ancien ministre de l'Intérieur, Loumano. Il a été... Jean-Louis Sambou. Jean-Louis Sambou, il était Dirkaba au ministère de l'Intérieur de il maîtrise ces maîtrise, c'est vraiment dans son domaine de prédilection, il a la maîtrise du secteur sécuritaire. Donc c'est un choix qui vient à Qu'est-ce qui a milité pour qu'il soit nommé à ce poste? J'ai comme l'impression... Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. J'ai comme l'impression que le président de la République avait besoin de redynamiser son outil sécuritaire pour plus d'efficacité, surtout en rapport avec les enjeux de l'ère. Je vais vous donner un exemple, c'est un cas précis. Il y a un colonel de la police nationale congolaise qui s'appelle le colonel Patrick Combé. Non, ne citez pas les noms. Je ne cite pas les noms. Un colonel de la police nationale congolaise qui était le secrétaire permanent de la commission en charge de le contrôle des armes en République démocratique du Congo. Il a abattu un travail de titan dans le cadre de plaidoyer pour la levée totale de l'embargo. Parce qu'il a été le premier de nous dire que le régime de notification était en réalité un embargo codifié. Et donc, il fallait que la République démocratique du Congo milite pour arriver à bout de cet embargo qui était codifié et camouflé en réalité. Et c'est comme ça qu'il a fait ses périples, le conseiller, ainsi de suite. Un jour,
il y a une délégation d'un homme qui survient dans son bureau avec le permis des ports des Indiens, avec la nationalité congolaise. Quand il regarde ce permis des ports, il dit comment les Indiens peuvent-ils avoir un permis des ports avec la nationalité congolaise. C'est comme ça qu'il réservera une fin de non-recevoir à cette requête. Mais il y a déjà un réseau mafieux qui s'est tramé dans les services, qui ont décidé d'avoir raison sur cet officier supérieur de la PNC. Et après, il a aussi abattu un travail des titans dans la répression des réseaux mafieux dans le vente d'armes. J'ai participé à une mission au niveau de Kalemi, au 22e groupement Force Navale. En tant que qui vous avez été... J'étais son conseiller, j'ai assisté comme conseiller en communication. Et dans cette mission, bien entendu, il était question d'appréhender un admiral qui avait vendu des armes au Bakatakataga. Et après ces missions, il est arrivé à mettre la main sur cet admiral. Il est maintenant à la prison centrale de Ndolo. Et donc, il n'est pas le seul qui, bien entendu, désarticule l'appareil sécuritaire avec des trahisons, les ventes d'armes. Et le colonel est arrivé à bout à ces raisons. Et ces gens, pour avoir raison sur lui, ont décidé d'utiliser les noms, bien entendu, du conseiller spécial, l'ancien conseiller spécial, M. Boukassa. Peut-être qu'il n'était pas concerné, mais pas à cause de son laxisme, à cause, bien entendu, du manque de rigueur, des mafieux ont utilisé son nom pour désorienter, désarticuler l'appareil de l'État. Il y a beaucoup de cas dans ce sens-là. Je pense que le président de la République, qui est suffisamment informé, a eu écho de ce qui s'est tramé et ce qui s'est passé dans l'appareil sécuritaire. Ainsi, il a décidé de réagir et les tirs pour plus d'efficacité de l'appareil sécuritaire. Au niveau de la NER aussi, le nouveau venu, alors que lui aussi c'est un chevronné, un ancien... Absolument. Un ancien mouvancier. Un ancien mouvancier, c'est parmi le militaire ex-phase qui, à l'époque, ont fait, je crois, défection. Il est cardiologue, il a été colonel. Urgentiste aussi, hein? Oui, urgentiste. Absolument, colonel. Il a fait l'académie militaire belge. On nous apprend que c'est un homme effacé. Vous savez, les services d'intelligence, ce sont des services qui militent beaucoup plus dans la prévention. Parce que la sécurité a des phases. Il y a une phase préventive, il y a une phase répressive qu'on appelle dissuasive. Et donc, les services d'intelligence agissent en amont pour anticiper et pour, bien entendu, arriver à bout à toute stratégie maléfique qui puisse amener, qui peut amener une atteinte à la sécurité. Et donc, il faut des gens effacés, des gens, je dirais, consciencieux, des gens suffisamment outillés à même de mener à bien cette mission. Et je pense que le choix porté sur la personne du colonel Lussadissou est un choix judicieux en ces moments, parce que c'est toujours la République démocratique du Congo qui crie qu'elle est objet de l'infiltration. Mais si on nous infiltre, nous aussi nous pouvons avoir la possibilité de... Donc Lussadissou, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Absolument, absolument. Parce que, vous savez, en matière de sécurité, les agents secrets sont les oreilles et la bouche de l'armée. Si vous ne disposez pas des agents secrets, et donc vous avez une armée qui n'a pas des yeux, qui n'a pas d'oreilles. Mais malheureusement, on a tenté par plusieurs fois d'attaquer la République démocratique du Congo par des complots, notamment par l'infiltration. Nous n'avons pas fait pareil pour des États qui nous déstabilisent. Il le faut des gens chevronnés à la taille de M. Lussadissou pour relever les défis de sécurité. Oui. Est-ce qu'avec toutes ces nominations, on pourra déshumaniser ou humaniser le service de sécurité? Parce qu'on a senti un certain temps, le chef de l'État voulait à tout prix que le service de renseignement soit humanisé. En ce que je sache, toutes les interpellations qu'il y a eu dans le régime Félix-Antoine Tshisekedi, j'en ai pas eu écho d'une d'entre elles qui s'est faite dans la brutalité la plus inouïe. La brutalité, nous avons assisté. Il y a Salomon Escadella, il y a Jimmy Kitenge qui dit qu'il a été brutalisé, et les autres, les cas sont légion par rapport à toutes les brutalités. Les brutalités du service public font l'ordre des problèmes majeurs. Le premier, c'est la volonté de l'État à instaurer le chaos et la terreur. Si l'État voudrait instaurer le chaos, eh bien, il recourt à la brutalité. D'autre part,
elle est liée, cette brutalité, au manque de professionnalisme des services. Tout ce que nous avons constaté dans ces pays, c'est comme les agents de sécurité sont envoyés avec une mission précise, celle de répondre à la violence. Or, ce n'est pas le cas. S'il y a violence dans ce sens-là, il faudrait que les services judiciaires arrivent à bout, parce que lorsque un agent de sécurité ou un agent secret est en train d'opérer, il doit le faire selon les règles de l'art, en respectant les droits fondamentaux de l'inculpé ou de la personne appréhendée, en se refusant de tomber dans les violations des droits de l'homme. Et je pense que nous sommes en train d'y travailler méthodiquement pour humaniser nos services de sécurité qui, par le passé, ont fait montre de beaucoup d'atrocités et beaucoup de crimes odieux. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Héritier Ngouati, surtout de votre passage pour des très belles analyses. Merci à vous. Nous allons parler tout de suite autre chose. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement. Voilà, on va parler de la présentation du programme de Matata Ponyo. Jocelyn, vous pouvez nous balancer ce qu'a été la journée d'hier par rapport à ce programme de Matata Ponyo. On va certainement parler avec Faustin Simanga tout de suite. Les développements de la République démocratique du Congo nécessitent une vision ambitieuse et une action résolue. C'est en ces termes que Matata Ponyo a lancé son programme de société intitulé « Renouer avec notre destin des grandeurs ». Le candidat Matata Ponyo repose sur 4 priorités stratégiques essentielles, à savoir la défense, la paix et la sécurité intérieure comme urgence absolue, un plan d'urgence infrastructurel pour l'investissement et la croissance, renouer avec les destins industriels de la RDC, réformer et bâtir un État stratège pour le bien des Congolais. Je vous présente un programme économique pour 5 ans en tant que candidat président de la République. Mais pour que vous puissiez me croire, ayant bénéficié d'un privilège de diriger un gouvernement pendant 5 ans, comme Premier ministre, comme chef du gouvernement, je vous promets d'aller au-delà de ce que j'ai réalisé. Pour financer ces différentes initiatives, Matata Ponyo a évalué au cours des 5 prochaines années un budget total de 90,9 milliards de dollars américains, soit un budget annuel moyen de 18,2 milliards de dollars américains. Et le financement du développement nécessitera une gestion budgétaire rigoureuse et une lutte intransigeante contre la corruption pour garantir que chaque franc congolais du trésor public soit efficacement utilisé au profit de l'intérêt général. Lançons le processus d'industrialisation parce que le pays s'est désindustrialisé. Et enfin, nous comptons réformer l'État. L'administration publique, c'est la colonne vertébrale de toute action gouvernementale dans un pays.
Et si vous n'avez pas une bonne administration, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons un programme ambitieux de réformer l'État, de moderniser l'État afin de les rendre compétitifs, efficaces et efficients. Le projet des sociétés de Matata Ponyo vise à créer un minimum de 6 millions d'emplois sur le territoire national en 5 ans et ce chiffre, souligne le candidat, montre son engagement en faveur du travail décent pour tous et de la lutte contre le chômage des masses. Ce programme, souligne le candidat Matata, témoigne sa conviction que tout Congolais doit avoir accès à des opportunités économiques pour vivre dans la dignité et contribuer à la prospérité de la RDC. Voilà, Monsieur Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, renouer avec notre destin des grandeurs. Ben voilà, vous l'avez dit. Les projets salutaires pour la République est là. Il est public enfin. Les Congolais attendaient un projet qui devait les libérer de la jouissance. Le projet est là. Le projet de la jouissance. Les projets qui devaient libérer les peuples congolais de la jouissance. Ils étaient dans la jouissance. Ils sont dans la jouissance. Et en décembre 2023, ils vont se libérer de la jouissance en choisissant Augustin Matata Ponyo Mapon, président de la République. Et les projets qu'ils vont choisir est là. Comme vous venez de suivre, ces projets salutaires pour la République ont 4 priorités stratégiques. Vous l'avez suivi et ces projets peuvent être téléchargeables en toute liberté sur le site du LGD, www.lgd.cd. Donc vous comprenez là que les Congolais doivent choisir les sérieux avec le Congo. Le Congo, c'est un pays qui veut la grandeur. Le destin du Congo, c'est un destin de grandeur. C'est comme ça que les Congolais ont décidé de rompre avec la jouissance. Ils vont choisir les projets renouer avec notre destin de grandeur. Est-ce que c'est réaliste, ce projet? Regardez les budgets. Les budgets, c'est donc en 5 ans, 90 milliards, point 2 de dollars. Et dans une année, les budgets longs, c'est 18,2. Est-ce que c'est réaliste? C'est un projet très ambitieux et très réaliste en même temps. Vous comprenez que ceux qui vont lire, les projets est chiffré. 90 milliards au bout de 5 ans, c'est faisable et on va le faire avec les Congolais. Vous comprenez là que les Congolais sont déterminés à relever leur pays. C'est comme ça qu'on va renouer avec notre destin industriel. Et c'est ça. Il y a ceux qui parleraient aussi de 100 milliards, mais vous, c'est 90 milliards. 90 milliards. Vous voyez là que nous, on est réaliste parce que nous savons qu'il ne suffit juste pas de dire des chiffres, mais il faut quand même être à mesure de pouvoir... Il y a ceux qui disent, Matata, quand il a été Premier ministre, les budgets nageaient toujours dans les 4 milliards, il a laissé un budget de 4 milliards, mais lui, il veut un budget de 18 milliards. Mais vous savez, Matata Ponyo, quand il était Premier ministre, vous l'avez bien dit, on avait un budget de 4 milliards. Ça produit Transco, ça produit Congo Airways, ça produit l'ENA, ça produit beaucoup de résultats. Aujourd'hui, on a 16 milliards de promesses. On a produit quels résultats? Et on vit qu'avec les acquis de Matata. Aujourd'hui, les Congolais ont Transco parce que Matata a été Premier ministre. Nous avons les avions Congo Airways parce que Matata a été Premier ministre. C'est comme ça que rompre avec la jouissance égale à choisir de renouer avec notre destin de grandeur. Vous comprenez là que Matata Ponyo, président de la République, nous allons atteindre notre potentiel et entrer dans le classe de pays à économie intermédiaire. Vous comprenez là que nous sommes prêts à encourager Matata à gouverner, l'encourager à pouvoir renouer avec les destins de grandeur parce que les Congolais sont prêts à les voter, les Congolais sont prêts à l'accompagner dans la réalisation de tout ce qui est écrit dans ces projets. Et ces projets, je vais encore le dire pour tous les Congolais qui nous suivent, est disponible en téléchargement libre sur LGD. Alors, mais maintenant, pourquoi il n'a pas voulu faire ça ici à Kinshasa? Question de permettre à tout le monde. Il est allé présenter ce projet au niveau de Kindu Maniema. Mais vous savez, la vie politique de la RDC n'est pas égale à Kinshasa. Il ne faudrait pas qu'on puisse résumer la vie politique de la RDC à Kinshasa. La priorité ou les priorités qui sont inscrites dans ces projets salutaires, je venais de dire tout à l'heure, concernent toute la République. C'est comme ça qu'il fallait lancer le projet dans une partie de la République. Le candidat président de la République, le candidat président de la République pour tous les Congolais a choisi de pouvoir lancer ces projets
au niveau de Kindu, donc au Maniema. Vous comprenez là qu'on est en RDC, il n'a pas choisi de le faire dans un pays étranger, il a choisi son pays. Donc le Maniema, c'est le coin qui a bénéficié du lancement de ces projets, mais il y aura beaucoup d'actions pour pouvoir vulgariser ces projets dans toute la République démocratique du Congo. Dans son projet, il parle aussi de construction des parcs agro-industriels, comme le cas des Bukangalonzo, presque dans beaucoup de provinces. Vous ne voyez pas que ça risque encore de faire couler encre et salive, comme le cas des Bukangalonzo? Ça ne devrait pas faire couler l'encre et salive, parce que vous comprenez que le projet Bukangalonzo, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la mauvaise foi. Si le projet Bukangalonzo aujourd'hui est relancé, il va produire les résultats qu'il a été, c'est pourquoi il a été créé. Vous comprenez que vous parlez là de créer le parc agro-industriel dans une zone spéciale à l'Est notamment, parce que le projet prévoit une réponse économique aussi à la crise sécuritaire, et pour pouvoir obtenir la paix à l'Est, il faut aussi passer par l'économie. C'est comme ça que non seulement on prévoit construire 1000 km de routes pour relier les villes de les provinces du sud, enfin j'allais dire Ituri, nord Kivu, sud Kivu, vous comprenez là qu'on veut relier ces coins-là pour qu'il y ait changement et interaction entre le peuple et permettre à ce que les jeunes qui sont tentés de pouvoir rejoindre les groupes militaires et paramilitaires, qu'ils puissent rejoindre les terrains du développement par l'économie. C'est le projet qui veut permettre aux jeunes de pouvoir participer au développement de leur pays. Vous comprenez là que nous n'avons pas prévu dans ces projets qu'il y ait une réponse militaire, nous avons prévu aussi une réponse économique pour permettre à ce que le Congo puisse renouer avec son destin de grandeur. Donc il y aura des parcs agro-industriels dans des zones spéciales et vous allez voir que Matata Ponyo élu président, et je pense même le parc agro-industriel de Bukangalonzo va être relancé parce que ça va aller dans le sens de renouer avec notre destin de grandeur. C'est un grand projet. C'est les détracteurs de Matata qui ont voulu saboter ces projets parce qu'ils savaient que ça allait menacer certains intérêts des Indo-Pakistanais et autres. Vous comprenez là que nous avons un projet qui va venir libérer le Congo de la jouissance. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui puissent comprendre que la jouissance que nous vivons aujourd'hui avec ces régimes doit s'arrêter. Et doit s'arrêter avec un projet ambitieux et réaliste. Voilà, un projet ambitieux mais réaliste. Regardez, 5 millions d'emplois par rapport à ce projet. C'est faisable? Très faisable. Et les Congolais qui vont nous suivre dans les 5 mois qui précèdent les votes vont constater que petit à petit, nous allons dérouler les projets, nous allons l'expliquer, les vulgariser pour que les Congolais qui vont aller mettre les bulletins d'Adjur Matata Ponyo puissent choisir les idées, puissent choisir un leadership fort et une gouvernance de qualité. Et vous comprenez qu'on a fini avec les candidatures fallacieuses qui sont basées sur l'illusion du peuple d'abord. On va commencer à voter sur base d'un projet. Et est-ce que vous ne trouvez pas que ce projet est sérieux de par la conception, de par la présentation? Ce projet est très sérieux et les Congolais sont d'accord avec nous que ce projet va permettre à ce que les pays puissent être libérés de la jouissance. Il y a ceux qui ne croient pas à la candidature de Matata. Pour eux, ils disent Matata, il veut faire juste du marchandage. C'est-à-dire se présenter, être candidat, et puis ça va l'aider à se soustraire de la justice. Mais vous savez, il y en a qui vont beaucoup parler, et j'ai vu les réactions sur Twitter aujourd'hui, que les Congolais croient à Matata. Les Congolais soutiennent Matata. Matata, c'est le prochain président de la République. Regardez ces projets, c'est des projets qui vont être votés par les Congolais. Est-ce qu'il y aura un autre projet comme celui-ci ? Et vous êtes sûr? Est-ce que dans tous les unions de tous les noms qui existent dans ces pays, est-ce que quelque chose comme ces projets va sortir? Et vous comprenez là que l'acharnement politique n'aura pas raison de Matata. Matata Ponyo ne fait pas face à la justice, nous n'allons pas le dire assez, il fait face à l'instrumentalisation de la justice. Matata Ponyo est candidat président de la République, son projet est là, les Congolais vont choisir ses projets, ils vont l'adopter et ils vont mettre les bulletins dans l'urne Matata Ponyo le 20 décembre 2023. Alors, le 20 décembre 2023, revenons seulement au niveau de ce projet. Il dit qu'il devrait y avoir des aéroports, plus de 5 aéroports
Il a cité certaines provinces. Est-ce que les aéroports qui sont là, pourquoi ne pas commencer à moderniser ces aéroports que de songer à pouvoir en créer d'autres? Mais vous savez, le projet est chiffré, vous avez dit. Donc, ces projets prévoient de construire. Il ne faut pas toujours vouloir faire repeindre les murs fissurés. Vous comprenez qu'il y a les jeux qui se déroulent et certains stades ont été repeints. Vous comprenez qu'il faut construire, il faut bâtir. Le destin des grandeurs que nous voulons pour le Congo, c'est le Congo qui sont composés des bâtisseurs des nations. Vous comprenez? Les Congolais veulent renouer avec leur destin des grandeurs. On renoue avec les destins des grandeurs, avec les ambitions. Être ambitieux n'est pas un défaut. Et Matata Ponyo est ambitieux et ce n'est pas un défaut pour lui. Il va construire. Et vous comprenez là qu'il a chiffré, c'est calculé, c'est travaillé. Il y a de la qualité dans ses projets. Et les Congolais qui vont choisir Matata Ponyo vont choisir la qualité parce qu'il a le leadership et la gouvernance de qualité, vous aurez compris. C'est comme ça que les LGD l'a choisi comme candidat du peuple. Il sera candidat qui va représenter le mieux les peuples. Et vous comprenez, il n'y a même plus de débat. Si on devait voter aujourd'hui, Matata Ponyo gagnerait avec 60% de vote. Voilà, merci. Merci à vous, Faustin Simanga, d'avoir commenté ce projet. Nous vous aurons dans un plateau spécial dédié à ce projet de Matata Ponyo. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Jennifer Kayembe Musobola. Il sera 19h à Kinshasa, 20h au Maniema. Portez-vous très bien, à très bientôt.